Oui, bonjour. Alors, je vais reparler du village vertical. Il y a des têtes que j'ai déjà vues plusieurs fois. Je suis ravie d'en parler aujourd'hui sur la question du mix bois-béton parce que c'est finalement souvent sur d'autres sujets qu'on a abordé le projet et c'était un point assez important pour nous. L'opération du village vertical, c'est une opération qui est aujourd'hui réalisée et habitée depuis le mois de juin sur Villeurbanne, sur la ZAC des Maisons-Neuves. C'est le premier îlot qui est parti sur une ZAC qui est portée par l'OPAC du Rhône et la ville de Villeurbanne et où il y avait une demande très forte, un cahier des charges environnementales assez important. Deuxième élément, on a une maîtrise d'ouvrage un peu compliquée, puisqu'on a une maîtrise d'ouvrage qui est composée à la fois d'un bailleur social qui fait de l'accession sociale sur cette opération, qui est Rhône-Saône Habitat, et un groupe d'habitants qui s'est constitué à l'époque en association, aujourd'hui en coopérative d'habitants. C'est-à-dire qu'on a sur les 38 logements de l'opération, 14 logements dont on connaît déjà les habitants, et qui sont en fait nos premiers commanditaires. Donc ce groupe d'habitants est un groupe militant écologiste, pour simplifier. Donc il nous a demandé très simplement de faire le plus écologique possible avec le budget du logement social traditionnel. Voilà, donc la ZAC qui est donc pas très loin d'ici, ZAC Maisonneuve, et donc on a déjà eu beaucoup de chance, on a eu la parcelle orientée plein sud sur le parc, donc en termes de bioclimatisme on était favorable au niveau de l'implantation, c'est très clair. Et donc nous, équipe de maîtrise d'œuvre, on s'est dit on va essayer de faire un bâtiment passif, voire énergie positive tant qu'à faire. Ça sera déjà un début pour faire le plus écologique possible. Alors, au niveau des exigences, on a eu une exigence qui s'est rajoutée pour des raisons de subvention, faut être pragmatique, c'est la certification HCE et le respect du référentiel région pour l'habitat social, les deux couches qui sont différentes. Alors dans la certification HCE, il y a des exigences acoustiques spécifiques, et dans le référentiel région, il y a un décret bois qui s'applique, même si le décret n'est plus applicable aujourd'hui. Donc on avait une obligation d'utiliser le bois, qui n'était pas une obligation très forte, soit dit au passage à l'époque. Voilà, donc aujourd'hui c'est un projet qui fait 3500 m² de chaude, un petit peu moins, et on a deux programmes distincts, desservis par deux entrées séparées, mais un seul bâtiment, et une mise en commun des équipements techniques comme ascenseurs, chaufferie, etc. Tout ça c'est centralisé sur les deux programmes, l'accession sociale et la coopérative d'habitants, où en fait habitent un même immeuble avec un seul ascenseur, une seule chaufferie, un seul système de ventilation, etc. Voilà, donc le projet tel qu'il était imaginé, c'est-à-dire qu'on a du bois qui se voit pas beaucoup, même s'il se voit sur les parties extérieures, les balcons et les attiques. Alors on est sur un bâtiment R+4 plus attique, donc troisième famille au niveau incendie. Alors pourquoi le choix du bois ? Le choix du bois, il est venu d'un souhait de respecter les choix écologiques de l'équipe, en sachant que l'agence travaille depuis tout le temps aussi sur ces sujets-là. Et donc les premières réflexions nous ont amené, une fois qu'on a passé le stade du bâtiment à énergie positive, donc un bâtiment qui consomme presque rien, à la question il faut pas consommer non plus pour le construire et pour le démolir. C'est-à-dire qu'on a fait un premier calcul en analyse en cycle de vie. Quand on a un bâtiment qui est à énergie positive, il consomme pas vraiment zéro sur son cycle de vie, il consomme quand même, faut pas croire. Mais ce qui consomme sur sa durée de vie, sur la phase fonctionnement, ça devient moins de 30% de la consommation totale d'énergie qui est générée par la construction et la démolition. Donc il y avait un enjeu fort à réduire l'énergie consommée pour la construction. Et dans les filières locales et les moins énergivores, il y avait la construction bois. Alors on s'est dit on va faire un immeuble tout en bois. Il n'y aura plus de béton du tout. Au départ, on était parti sur du tout bois. Et puis on a atterri rapidement parce que acoustiquement c'est très 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 complexe. On est sur des épaisseurs de plancher comme vous avez vu au début. Bref, avec le PLU, on rentrait plus le nombre de niveaux dans la hauteur maximum. En termes de coûts, j'en parle même pas. La gestion incendie, c'était pas la peine. On a abandonné l'idée de faire du tout bois parce qu'on rentrait pas ni dans les délais ni dans le budget et pourtant ils étaient cool en délai. Ils étaient pas cool en budget. Donc au niveau, on va dire un peu rationnel, on est parti sur du mixte bois-béton avec un projet qu'on a dessiné avec des murs rédo bois. Dont on y reviendra puisque c'est pas ce qu'on a fait finalement.
Donc, dans la démarche, on a cherché à mettre du bois au maximum. On a commencé par faire les attiques en ossature bois, ce qui est finalement très classique dans ce qui se fait aujourd'hui. Les menuiseries bois, c'est pas une mince affaire, hein, on en parlait tout à l'heure, mais avec des bailleurs sociaux, garder des menuiseries bois, c'est finalement ce qui a été le plus difficile. Hein. Ça a été plus difficile d'avoir des menuiseries bois que d'avoir des parois, des façades bois. Donc ensuite, tous les espaces extérieurs, tous les éléments de circulation en structure bois massif, et ensuite une structure mixte bois-béton. Et en dernier lieu, l'isolation en laine de bois. Alors l'isolation en laine de bois, elle a été refusée par le bureau de contrôle, on en parlait, parce qu'on n'a pas réussi à trouver chez les fabricants de laine de bois la justification de la masse combustible. C'est-à-dire qu'on était au taquet hein, dans le C+D, la fameuse question de la propagation incendie d'un niveau à l'autre. On était déjà au taquet, mais on ne pouvait pas justifier de la valeur. Et donc même en étant déjà dans le cadre le plus contraignant, le fait qu'on puisse pas justifier de la valeur a fait qu'on n'a pas pu utiliser de laine de bois en extérieur sur une ossature bois. Donc on a un bâtiment en bois, tout en bois, avec des fenêtres bois, isolé en polystyrène, parce qu'évidemment le polystyrène brûle moins que le bois, c'est bien connu. Je vous laisse apprécier les aberrations réglementaires. Voilà la répartition. Alors on voit pas du tout bien la légende, mais c'est on est à 50 décimètres cubes par mètre carré de bois sur ce bâtiment, avec tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que c'est pas énorme non plus, hein. C'est pas mal, mais enfin c'est pas non plus démesuré. Avec ce que vous voyez, donc les façades, ça représente un peu plus du quart, quand même. Le fait d'être passé en mixte bois-béton, c'est un peu plus du quart de la quantité de bois globale, avec une grosse partie aussi sur l'attique et sur la charpente de toiture, puisque toute la toiture a une charpente bois. Voilà, l'essentiel étant là. Les menuiseries, c'est le bleu clair. C'est pas rien, mais enfin, c'est pas non plus la plus grosse partie. Alors, les avantages du mix bois-béton. Nous, on a un système qui est un peu innovant. Ça avait jamais été mis en œuvre sur un bâtiment R+4, donc on y est allé quand même. Avec la question de l'interface entre le maçon et le charpentier, qui est vraiment le problème limitant sur toutes ces constructions-là, a été réglée par une certaine chance qu'on a eue. On a une entreprise qui a répondu au deux lots en disant « je suis et maçon et charpentier ». Il y en a pas beaucoup, mais il y en a dans la région. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai essayé de développer un système qui règle la question de ces interfaces. Et la solution qu'il nous a apportée nous a semblé assez maligne. Alors, il l'a apportée fin juin au moment où on a consulté. C'est vrai que du coup, il a fallu qu'on redessine tous les plans au mois de juillet-août. On a trouvé ça moyen quand même. Mais on y est allé quand même parce que il a un système qui permet de monter l'ossature béton et les façades bois en même temps. Donc, en termes de gain de temps global, évidemment, c'est intéressant puisqu'on va monter des niveaux qui sont fermés au fur et à mesure. Et puis, toutes les questions d'interaction de jour entre les structures béton et les structures bois n'existent plus, puisqu'on vient couler le béton au fur et à mesure qu'on monte les panneaux bois et que le béton vient mettre les panneaux en compression. Donc c'est un système qui était effectivement intéressant pour nous de ce point de vue-là. Bon, autre avantage du mix bois-béton, mais on l'a déjà dit, c'est que le calcul structurel est traditionnel poteau-poutre. C'est-à-dire que pour le bureau de contrôle, structurellement, il n'y a eu aucun souci. C'est pas sur le sismique, c'est pas sur la structure qu'il y a eu des problèmes, c'est sur la gestion du feu et sur l'acoustique. Voilà, donc le bâtiment, il y a 3 plots. Et voilà les éléments qui sont en parois bois. Donc ça, c'est ce que nous on avait prévu. C'était seulement 2 façades sur les 4, sur chaque plot. En fait, on peut tout à fait faire les 4. C'était pas ce qu'on avait imaginé à l'époque, c'est tout. Donc après, il faut juste accepter de changer d'avis en cours de route. Ce qui a été possible, soit dit au passage, ça a été possible en pignon, mais pas dans les failles pour des questions de recul PLU. Le mur structure bois que nous a proposé l'entreprise était un peu plus épais que celui qu'on avait dessiné. Et comme on doit avoir 4 mètres pour avoir le prospect dans les failles, on n'a pas pu passer en bois les murs sur faille. Sinon, on n'avait plus 4 mètres et on était non réglementaire. Donc, on n'a pu le faire que là où on avait les 5 cm de marge qu'il fallait sur le prospect. Et c'est donc pas partout. Voilà, alors au niveau de l'adaptation, c'est le système, ça s'appelle BBC System. C'est un système qui a été développé par un bureau d'études de Bordeaux et qui est porté dans la région par Fargeau Construction. Hein, donc c'est un système qui est breveté. Et aujourd'hui, Fargeau Construction fabrique les panneaux bois et n'importe qui peut les poser. C'est-à-dire que c'est un système qui peut être mis en œuvre par n'importe quel
entreprise par derrière. Hein. C'est pas un système compliqué à mettre en place. Voilà, donc les murs sont fabriqués en atelier. Ça, c'est assez classique. On a des murs qui arrivent qui ont ni les menuiseries ni l'isolation. Hein, donc, et voilà comment ils sont mis en œuvre. En fait, ils sont mis en œuvre en même temps que le gros œuvre béton, puisqu'on a les panneaux qui sont positionnés. Ensuite, on vient couler les poteaux. En fait, le panneau sert de coffrage perdu, pour être simple. Donc le panneau vient se caler, l'épaisseur du panneau se cale sur l'épaisseur de la structure. Donc accessoirement, ça fait qu'on n'a plus de panneau à l'intérieur, et les architectes, on aime bien quand il n'y a pas de poteau à l'intérieur. Donc là, le poteau est noyé dans le mur. Donc l'épaisseur du panneau vient se caler sur la taille du poteau pour qu'on ait quand même suffisamment d'épaisseur pour qu'il y ait un isolant qui passe en fond de coffrage du poteau et qu'on ait cassé le pont thermique. Donc on a une isolation qui vient devant le poteau et devant les nez de dalle à chaque fois avant qu'on coule. Il y a 7 cm d'isolant qui passe devant. Voilà, donc une fois qu'on a mis un niveau, on voit la préparation du panneau suivant qui arrive et on va monter comme ça tous les niveaux. C'est un chantier, on a eu pas mal d'intempéries nous cette année-là et il a fallu à peu près 1 semaine par niveau pour terminer un niveau. Donc en un mois, c'était monté, c'était clos couvert. Voilà, donc après on voit monter les niveaux. Hein. En 3 mois, on avait complètement terminé le clos couvert. Là, c'est la face arrière. Voilà, donc ensuite on voit l'isolation extérieure et la gestion du C+D. Il y a énormément d'isolants différents sur ce bâtiment parce que on a une partie qui est en vêture zinc, donc sous le zinc, on est en isolation laine minérale. Il y a une partie qui est en enduit pour des raisons économiques. C'était réellement une nécessité de pas être en bardage partout. On passait pas avec du bardage partout ou du parement partout. Des vêtures n'étaient pas possibles partout. Donc on est en isolation polystyrène, faute d'avoir pu mettre de la laine de bois, polystyrène sous enduit. Et puis on va revoir un petit détail, voilà, ce qui est un point important sur la question de la gestion des ponts thermiques et du C+D. On a des baies vitrées qui se superposent avec les baies vitrées du niveau du dessus. Donc on n'arrivait pas au 1,10 m nécessaire en termes de C+D. Il fallait que nos balcons, que les dalles des balcons contribuent au C+D. Donc là on rentre dans le cadre de l'IT 249 justement, avec un détail qu'on avait imaginé avec des platines métalliques qui portent les dalles de balcon, qui sont désolidarisées avec 3 cm de laine de verre comprimée entre la dalle et la dalle du balcon. Et on avait cet appui qui était linéaire sur toute la longueur. Il se trouve que ça a été un des points les plus compliqués à faire valider, mais ce que vous voyez au final, c'est que les jonctions des balcons, elles sont faites par ces platines métalliques ici, qui font 30 cm de large. Donc en termes de pont thermique, on a réduit vraiment au minimum. Donc sur des balcons qui vont faire entre 3 et 5 mètres de long, on a 2 accroches de 30 cm. Donc le pont thermique est vraiment réduit au minimum. Voilà le système, en sachant qu'il a fallu justifier la tenue de cet élément-là, structurel, et que évidemment pas d'avis technique, ça a été fait sur mesure juste pour le projet. Donc on a testé et à 16 tonnes ça tient. Donc normalement... à moins de mettre plus de 16 tonnes sur un balcon, on est tranquille. Mais il a fallu qu'on fasse des tests en laboratoire pour justifier la tenue de cette pièce-là. C'est encore des choses qui sont pas très simples, hein. Faut bien dire, au niveau des bureaux de contrôle, de faire valider ces pièces-là, c'est pas évident. Voilà le projet presque terminé. Hein, donc les seuls éléments en bois qu'on va voir apparaître, ce sont les balcons, les poteaux qui tiennent les balcons, et puis les coursives qui sont à l'arrière, qui desservent l'ensemble des logements. Sinon, toutes les façades, le bois n'apparaît plus. En attique, on le retrouve un petit peu, mais sinon en façade, il n'y a absolument plus de bois qui apparaît. Ça, c'était un souhait, c'était une demande de la ville. Que ça s'inscrive dans un cadre urbain, voilà, on n'est pas à la montagne, donc il n'y avait pas un souhait de voir du bois qui grise, qui vieillit, on a toujours le même discours, hein, de pas avoir du bois partout. Et puis un souhait aussi des maîtres d'ouvrage, les deux, que ça soit la coopérative d'habitants et le bailleur social, parce que ils voulaient pas avoir à entretenir des façades. Et la façade grise la façade en bois qui grise. Pour eux, c'était une image vite vieillie, ça fait vite vieux, et ça leur plaisait pas du tout. Donc, ils nous avaient tout de suite éliminé la possibilité d'avoir du bardage bois. Ça aurait été moins cher d'avoir du bardage bois partout.
Bon, après, troisième famille, on peut pas mettre du bardage partout, enfin voilà, etc. On a plein de contraintes incendie qui font que c'est pas possible. Mais de toute façon, c'était un souhait de la part des maîtres d'ouvrage de pas avoir trop de bois apparent. Alors sur les éléments structurels massifs, ils ont accepté. Donc on a effectivement toutes les parties qui tiennent les balcons et les coursives qui sont en bois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur ce système, on est allé un peu plus loin, suite aux différents refus et aux contraintes acoustiques qu'on a eues aussi. Les tests d'étanchéité à l'air ont été faits sur ce bâtiment. Avec ce système, on est à 0,46. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais un Q4 de 0,46, c'était largement mieux que ce qu'on nous demandait. Vraiment, on était au-delà des attentes. On a fait les tests acoustiques aussi sur le bâtiment. Alors, on n'est pas dans une zone où il y a beaucoup de bruit. On est en ville, mais pas dans le bruit. Donc, on n'avait pas des exigences très fortes. Et on est bon partout. Mais Qualitel va revenir faire les mesures des fois qu'on est triché. Donc, effectivement, voilà, ils arrivent là bientôt pour refaire les tests. Et en particulier tous les tests bruit de choc pour la transmission depuis les coursives dans les logements. Alors, le fait qu'on soit en bois-béton est pas forcément contraignant de ce point de vue-là. Assez bizarrement, c'est pas ce qui nous inquiétait. Ce qui nous inquiétait, c'était le bruit aérien. Et voilà, on a fait les tests en préalable pour être sûr. Et on est bon sur ces deux tests-là, que ça soit la transmission solidienne ou le bruit aérien. Et donc, nous, ce dont on a discuté avec l'entreprise assez longuement, finalement, c'était le fait d'éviter le polystyrène, parce que ça nous a un peu embêté de tapisser un bâtiment de polystyrène alors qu'on a essayé de mettre du bois tout le long. Et donc aujourd'hui, il a développé un système qui permet d'avoir un parement béton extérieur sur lequel on fait ce qu'on veut, on le peint, on le laisse brut, on le matrice, on l'enduit, on fait ce qu'on veut, comme un mur béton, avec une isolation qui serait une isolation laine de roche, pour le coup, sur la partie et l'ossature bois qui vient prendre le même rôle exactement qu'ici. Donc sur ces systèmes-là, l'avantage, c'est qu'on va être encore mieux au niveau acoustique puisqu'on a 7 cm de béton, donc on a de la masse à l'extérieur. Donc là, on sait que même en milieu bruyant, on peut passer avec un système bois-béton. L'autre élément important, c'est effectivement qu'en termes d'image, on peut s'affranchir complètement du parement, de la vêture rapportée. Et on peut être sur n'importe quelle esthétique extérieure, ce qui est important dans certains coins. Voilà, donc c'était des éléments qui étaient importants pour nous. Et il a aussi amélioré la gestion des ponts thermiques, des accroches des systèmes, puisqu'il avait des fixations métalliques et qu'il est passé systématiquement sur des fixations aujourd'hui qui sont carbone ou autres, mais où on n'a pas de transmission ponctuelle entre le parement béton et l'ossature bois, puisque sinon on avait des ponts thermiques avec un petit problème, c'est que généralement quand il fait bien froid, ça fait des taches noires sur les bétons. Et on a des jolis bâtiments dalmatiens, mais quitte à avoir un beau parement béton, c'était pas pour avoir des points noirs au bout de 2 ans. Donc ça, aujourd'hui, c'est des éléments qui sont techniquement fiables. Et pour un coût de construction, quand même, pour vous donner cette opération, où au final, on n'est pas positif, on est à 4 kWh par mètre carré par an. Donc on a raté à 4 près. On a un coût de construction qui est 1360 € par mètre carré de chab. Donc on est dans l'objectif que le bailleur social nous avait donné sur un bâtiment qui est largement au-delà des exigences qu'il nous avait imposées, puisqu'on nous demandait d'être BBC, donc RT 2005 50 kWh par mètre carré par an. Donc on est bien meilleur pour le prix qui était celui qu'il nous avait donné au départ, parce que ça, on n'a pas eu de rallonge. On a eu une rallonge de 2 ans, quand même. C'est important, parce que on n'était pas contraint par le délai. Donc ça nous a permis de vraiment prendre le temps de caler avec les entreprises les interventions et de soigner les détails de réalisation, ce qui explique aussi qu'on ait des bons résultats acoustiques et en étanchéité à l'air à la fin de l'opération. Si on était allé un peu vite, il y a certainement des choses qu'on aurait ratées.